Buffer Podcast en plein après-midi parce que j'ai un invité spécial aujourd'hui. J'ai un invité spécial. Je vous le présente à l'instant, mesdames et messieurs. Je reçois David Santarosa qui est avec nous autres. Salut David, comment ça va? Salut Yann, ça va très bien toi-même? Ça va super bien, je suis content de te recevoir. David, je veux juste te présenter parce que là j'ai fait tout un document. Tu fais tellement d'affaires. Journaliste, on peut-tu dire ça? Chroniqueur. Plus chroniqueur, OK. Oui, oui. Chroniqueur, éditorialiste, on peut dire ça. Ouais. Essayiste, Ouais. enseignant. Ouais. Maîtrise en philosophie en enseignement, ECR. C'est quoi ça, ECR? Ça, c'est éthique et culture religieuse. Éthique et culture religieuse. Donc, un cours qui est voué à disparaître l'année prochaine. J'en suis très heureux, même si j'ai étudié là-dedans, je pourrais en parler, là, mais il va y avoir un changement. Maintenant, ça va être le cours de culture et citoyenneté québécoise. Donc, bref, on pourra en reparler si tu veux. Ce qui est pas une mauvaise chose, quand même. C'est une très bonne chose, à mon sens. Ouais, hein? Le cours de CR, là, c'était pas... il y avait des bonnes intentions. Hein. Le cours d'éthique et culture religieuse, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un cours qui visait un peu à... Parce que avant le cours ECR, c'était des cours de catéchèse. T'as peut-être eu ça, toi, Yann, à ton époque. Moi j'ai eu ça, des cours de catéchèse. Tu te rappelles de ça? Et puis, là, on s'est dit, on veut une société laïque, donc une société où l'État ne dit pas aux gens quoi croire. Là, on a dit, OK, ben, on va faire un cours éthique et culture religieuse où le but, ce sera pas de faire ensuite que les gens deviennent religieux, mais d'informer les gens sur la religion. Ouais. Ce qui est quand même intéressant. Le problème, c'est que très rapidement, c'est devenu, et là, je cite Georges Leroux, le penseur derrière ce cours, disait, le but, c'est qu'à la fin de ce cours, les élèves aient un respect absolu des religions. Ce qui est quand même une drôle de phrase. Ouais. C'est même pas une pensée critique envers la religion, c'est genre tu vas respecter toutes les religions. Oui, exactement. Donc c'est... Mon Dieu, c'est un peu dictatorial, tu sais, même si c'est toutes les religions, je comprends, là, tu sais, là, mais c'est quand même, tu vas penser ça, tu sais, t'as pas le droit de les haïr ou je sais pas trop. Ou même de les critiquer. Ouais. Un respect absolu, c'est quand même gros, tu sais. Ouais. Alors que, évidemment, les religions, on peut les critiquer sur 1001 aspects, comme tout autre système de pensée, au final. Et puis, donc, c'est pour ça, là, on arrive au cours de culture et citoyenneté québécoise, où on met un peu la religion de côté et on cherche à faire des citoyens avec un jugement critique. Donc, la religion n'est plus sur un piédestal, en quelque sorte. Là. Donc oui, je salue ces efforts-là de la part du gouvernement, c'est sûr. Mais là, ça te fait-tu bizarre d'enseigner ça quand même, alors que c'est pas... c'est une matière qui est comme... Colin qui est questionnable. Oui, ben, dans est-ce que tu l'enseignes à ta façon justement pour garder les gens, pour garder les jeunes à avoir une pensée critique, à avoir... Oui. Dans le concret, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui mettent de l'avant la pensée critique, même par rapport aux religions. Mais il y en a un point que dans le programme, officiellement, c'était ce genre de choses-là qui était écrite. Là. OK. Donc, non, je pense qu'il faut distinguer la théorie de la pratique. Là. Les enseignants, je pense que globalement, sont de bonnes intentions, puis ils se disent non, la pensée critique, c'est bon pour tout, mais il faut quand même que ce soit écrit quelque part officiellement. On peut pas juste se fier sur la bonne foi des gens. Là. Ouais. Je continue ta présentation, parce que c'est pas fini, là. T'as chroniqueur collaborateur à Cube. Oui. On te voit sur plusieurs panels aussi. On te voit souvent sur des panels. Ils t'invitent souvent peut-être pas des panels de nouvelles, mais disons, t'es invité souvent dans des débats puis des chroniques. Ben ça, à Cube, je suis à chaque matin à Cube Radio, là, durant l'été, durant la saison estivale, à 7h22. Donc, où est-ce que je parle un peu éducation, politique, identité. Et puis, donc oui, j'ai fait quelques débats aussi ici et là. Je suis allé au Monde à l'envers cet hiver. Ouais. Donc, c'est pour mon livre, justement. Là. Donc oui, on me voit par-ci, par-là. Je suis bien content. Puis, tu as écrit, t'es auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Mais à peu près, juste le titre, j'ai commandé le livre, puis il est arrivé à mauvaise adresse. J'ai pas pu le lire, mais c'était vraiment intéressant quand que Jer m'a présenté. En fait, c'est Jer qui m'a inspiré de t'inviter parce qu'il t'a invité lui aussi, puis la manière qu'il m'en parlait, j'ai fait OK, je veux rencontrer ce gars-là. Parce que tu fais une analyse critique du mouvement woke. Je veux juste commencer par le début. Tu sais, t'arrives de où? T'as étudié en quoi? T'habitais où? T'as commencé où? Comment t'en es venu, admettons, à devenir tout ça en même temps, là, tu sais, là? Moi, j'ai fait un bac et une maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal. OK.
Et puis, sur tout ce qui est les questions identitaires, en fait, je me rappelle, ça devait être autour de 2012-2013, dans ces eaux-là. J'avais vu à la télé, à Tout le monde en parle, j'avais vu Mathieu Bock-Côté. OK. Et puis, Mathieu Bock-Côté, bon, que c'est détracteur, là, moi je l'aime bien, mais j'avais vu un homme qu'on voit rarement au Québec, c'est-à-dire quelqu'un de bien articulé, quelqu'un qui veut débattre, quelqu'un qui a un vocabulaire riche. C'est rare qu'on voit ce type de bébête-là au Québec. Ouais. Puis ça m'avait vraiment inspiré. Puis là, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce qu'il écrivait, à des suggestions de lecture que lui proposait. Donc là, de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à m'intéresser à la vie des idées là, de manière plus large, aux questions identitaires. Puis là, ultimement, la question woke qui m'a occupé quand même beaucoup. Et puis, donc oui, c'est très rapidement. Là, Parce que c'est ça, tu sais, peut-être qu'on te connaît, on te connaît pour ton livre sur c'est la pensée woke, mais en même temps, t'es plus que ça. T'es pas juste un anti-woke, t'as une réflexion, tu sais, t'arrives c'est ça, avec ton cours en philosophie, ta maîtrise en philosophie et tout, là, t'arrives de plus loin que juste je suis tanné de voir ce qui se passe dans le monde avec les woke. ouais, ben c'est vraiment ça que j'ai voulu faire dans ce livre-là. Donc, tu sais, de pas juste faire une chronique un peu coup de poing, casse-gueule, de dire les woke, c'est n'importe quoi, mais juste de dire, essayer en fait de prendre au sérieux cette pensée-là. C'est ce que si je peux présenter un peu le projet rapidement du livre, là. J'ai pris deux essais, 2 livres et un documentaire de Judith Lucier, Natacha Canapé-Fontaine et Fabrice Ville, donc des personnes qui ont leurs entrées dans différents médias. Et j'ai essayé de dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces personnes-là, et qu'est-ce que j'ai à critiquer de leurs idées. Donc, je tombe jamais dans le procès d'intention, je suis jamais dans la caricature, je suis jamais dans les attaques personnelles. C'est vraiment, voici ce qu'ils disent, voici ce que je leur réponds. Puis même, j'invite, tu sais, je finis mon livre comme ça, je dis, peut-être que vous êtes d'accord avec moi sur mes critiques. Dans tous les cas, lisez les livres de Judith Lucier, lisez Natacha Canapé-Fontaine, écoutez Fabrice Ville, puis après ça, faites-vous une idée. Là, t'sais. Donc c'est vraiment ça, j'ai essayé d'être le plus ouvert, le plus honnête dans ma démarche, si on veut. Je suis assez fier de ce que j'ai fait, même si ce qu'on pourrait appeler les woke, les néo-progressistes, ils n'ont pas voulu nécessairement débattre avec moi par la suite. Il n'y a personne qui a voulu débattre. Il n'y a personne qui a fait comme... Mais ils veulent pas... ils veulent pas, c'est parce que j'ai peut-être tendance à généraliser, mais tu sais, si, admettons, je prends Guy Nantel, lui aussi, il aimerait ça débattre. Il aimerait ça, comme Bock-Côté, pouvoir débattre d'idées, de philosophie, tout ça, mais il trouve personne. Il n'y a personne qui veut l'affronter. Les gens préfèrent descendre sa personne dans des critiques dans le journal. C'est un peu... Je veux juste mettre les bases de ça. C'est quoi la définition officielle de woke? Y en a-tu une définition officielle de woke? Moi, ce que j'ai essayé de faire... j'en donne une petite définition là, donc dans mon livre là, donc ce sont des personnes qui se positionnent à gauche, qui se présentent systématiquement comme les personnes éduquées dans la conversation, hein, être woke, être éveillé. J'ai une série d'exemples, mais j'ai voulu quand même ne pas trop m'embarquer dans une définition précise, mais plutôt de dire il existe des néo-progressistes, et Judith Lucier en parle, elle identifie certains néo-progressistes. En fait, elle, dans son livre, elle les appelait les Social Justice Warriors. Tu te rappelles peut-être de ça, Yann, il y a quelques années, on appelait ça comme ça, les woke. Elle disait, voici des Social Justice Warriors, et elle disait, donc c'est pas négatif dans sa bouche, évidemment. Donc là, j'ai dit, OK, voici ces personnes-là, je vais voir ce qu'ils ont à dire, puis après ça, on va essayer de voir, OK, c'est quoi leurs caractéristiques sur, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur la liberté d'expression, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le racisme, sur la question autochtone, donc sur toutes ces questions-là, sur l'intégration des immigrants, sur le Québec. Donc c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire avec ce livre-là, de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ces questions-là, plutôt que de simplement faire une définition en quelque sorte. Ouais. Puis qu'est-ce que t'as de... Qu'est-ce que tu as découvert? Je pense... C'est-tu... Y a-tu de l'hypocrisie en arrière de ça? Y a-tu... parce que, tu sais...
quand on prend la définition, tu sais, admettons, wow, quand on prend juste la définition du mot anglais, là, tu sais, c'est éveillé, puis tu fais comme, ben, tu peux pas être contre ça, puis en même temps, c'est un mot sur lequel tu peux pas t'ostiner contre ça, tu sais, parce que ça fait comme genre, ben, moi, je suis pas woke, ça veut dire, je suis donc fermé, je suis pas éveillé. Fait que c'est un mot qui est un piège, là, tu sais, là. Ouais, ça, d'ailleurs, j'analyse beaucoup ça dans mon livre. Même toute une branche du progressisme essaye de monopoliser certaines étiquettes qui sont positives. Ils vont dire, ah, mais c'est moi l'antiraciste, c'est moi le féministe, c'est moi l'antifasciste. Donc, tous des mots où est-ce que tu dis, ben évidemment, moi aussi, je suis antiraciste, féministe. Ouais, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a quand même... T'sais, prenons la question de... Parce que les woke vont défendre un égalitarisme radical avec lequel on peut être en accord ou en désaccord. Par exemple, ils vont généralement défendre ce qu'on appelle la discrimination positive. On en a parlé aux États-Unis la dernière semaine. Ouais. C'est une question complexe, on pourrait y revenir, là, mais... Puis c'est arrivé ici, dans les universités, je pense, pour des postes, à l'Université Laval. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est une conception de l'égalité qui est quand même discutable, de dire, OK, est-ce que c'est la couleur de la peau qui doit primer? Est-ce qu'on doit essayer de rétablir des injustices historiques en disant, OK, ben on va enlever d'emblée certaines catégories de personnes? Mais c'est des questions complexes. Il y a plusieurs réponses à ça. En fait, le wokisme pose des questions qui sont politiques. Tu sais, ça veut dire quoi, une société égalitaire? C'est une question politique à laquelle il y a plein de réponses, puis après ça, on peut en débattre. Par contre, le wokisme essaye souvent de se dire, ben moi, je suis l'antiraciste, donc j'ai nécessairement raison. Il y a même le chroniqueur Frédéric Bérard qui écrit dans le journal Métro, qui avait déjà écrit, je le cite dans mon livre, là, quelque chose comme dire, ben si tu t'opposes aux antiracistes, ben par définition, ça fait de toi quelqu'un de raciste. Or, je veux dire, c'est facile de se mettre une étiquette positive comme ça, puis après ça, dire, ben, tous ceux qui s'opposent à moi, c'est les méchants. Des fois, je dis à la blague, ben, moi, à partir de maintenant, ma position politique, c'est anti-mal. Hein, je combats le mal sur Terre, et si vous vous opposez à mes positions politiques, c'est que vous représentez le mal. Non, exact. Ouais, c'est un peu le... Puis c'est un piège, puis c'est un piège qui fonctionne. Ouais.